Bon, bah, bienvenue à toutes et à tous. On va commencer dès maintenant parce qu'effectivement, on a un contenu qui est assez dense. Vous m'entendrez parler assez rapidement. L'idée, c'est que on puisse vous présenter le maximum de concepts et d'informations pour que vous puissiez suivre la suite. On va fonctionner comme ça pour les questions. Comme on risque voilà, d'avoir une heure un petit peu juste, ce qu'on vous propose, c'est de déposer vos questions dans la zone conversation et on répondra à toutes les questions à la fin du webinaire. Et comme ça, vous pourrez avoir accès aux réponses. Si vous n'avez pas le temps de rester jusqu'au bout, vous pourrez aller sur le replay et avoir accès à l'ensemble de nos questions. Voilà. Donc, bon, on va commencer peut-être par les présentations. Moi, je suis Ariane Nguyen, je suis psychologue clinicienne depuis 15 ans. J'ai eu l'opportunité de travailler avec des personnes situées sur un large continuum allant du tout petit bébé jusqu'au centenaire. Aujourd'hui, je propose de la psychothérapie attachement informé à l'attention des adultes, principalement sur Nantes. Et je suis également titulaire d'un diplôme universitaire sur les théories de l'attachement. Et je suis accompagnée aujourd'hui d'Élise. Donc, moi, je suis Élise Darcy, infirmière puéricultrice. Je travaille depuis une vingtaine d'années. Je me suis intéressée en milieu de carrière aux neurosciences affectives et sociales, puis à la communication non violente, et j'en suis arrivée à la théorie de l'attachement, où je me suis, moi, formée du coup avec l'Institut de la parentalité. Et actuellement, j'effectue un DU sur les compétences psychosociales à la faculté de Nantes. Voilà, pour les petites présentations, on va lancer. Oh, c'est parti. Ok, donc vous assistez aujourd'hui au premier webinaire d'une série de 3 webinaires. Aujourd'hui, on va introduire les concepts de base pour que vous puissiez vous saisir de manière plus facile, surtout le contenu du webinaire numéro 2 qui portera sur l'enfant et le caregiver, le donneur de soins, et un webinaire numéro 3 qui portera sur l'attachement chez l'adulte. Donc, c'est un webinaire où vous m'entendrez beaucoup parler aujourd'hui. Élise sera amenée à y ajouter quelques commentaires. Puis, lors du webinaire numéro 2, c'est Élise qui aura majoritairement la parole. Et puis, le webinaire 3, je reprendrai la parole pour vous parler de l'attachement chez l'adulte avec une petite touche d'interculturalité. Donc, on est tous et toutes psychologues ou professionnels soignants de santé. Donc, vous avez, je pense, tous été peut-être sensibilisés ou avez déjà entendu parler des théories de l'attachement. Donc, peut-être que vous n'apprendrez pas grand-chose. Peut-être que ça va venir valider des connaissances que vous avez déjà et peut-être qu'on va aussi vous délivrer de l'information nouvelle, possiblement. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, si vous avez la moindre question, vous pourrez les mettre dans l'espace conversation et puis on y répondra à la fin. Donc on va commencer par une petite intro pour entrer dans le vif tout de suite et puis aussi débunker certaines croyances autour de l'attachement parce qu'aujourd'hui les théories de l'attachement c'est un domaine d'étude qui a plusieurs dizaines d'années maintenant où il y a encore beaucoup de fausses croyances qui résident. Ok, pour entrer dans le vif du sujet, l'attachement c'est quoi? L'attachement, c'est un lien affectif profond et durable qui se forme entre un enfant et ses figures d'attachement et qui lui permettent de se sentir en sécurité, protégé et soutenu. Aujourd'hui, on sait que l'attachement influence la manière dont une personne va être amenée à réguler ses émotions, entrer en relation et chercher du réconfort face au stress, à la peur ou à l'angoisse. Ok. Et c'est un attachement, quand on dit attachement, on pense souvent à l'enfant et ses parents. Mais il faut savoir que c'est un lien qui est actif du berceau jusqu'à la tombe. Voilà, de cette jolie formule par Bowlby, qui est l'un des pères fondateurs des théories de l'attachement modernes, qui disait From the cradle to the grave, donc du berceau jusqu'à la tombe. Donc ça nous concerne absolument tous. Et du coup, à ce sujet, on voulait vous faire un petit message de prévention en début de webinaire que ça vient
C'est des sujets qui peuvent résonner, bien sûr, sur votre pratique professionnelle, mais aussi sur ce que vous êtes peut-être parent ou sur ce que vous avez été en tant qu'enfant. Et si jamais à un moment vous sentez que c'est un peu difficile pour vous, n'hésitez pas à couper, à faire une pause dans le webinaire. dont vous pourrez avoir accès en différé, en replay, comme on a pu le dire, mais voilà, je m'adresse aux personnes qui nous rejoignent. Donc voilà pour la petite précaution. Alors, l'attachement, qu'est-ce que c'est? L'attachement, c'est important de commencer en précisant que c'est pas une opinion, mais c'est vraiment un regard validé par la science. Aujourd'hui, les théories de l'attachement, c'est quand même un domaine d'études scientifiques qui a produit des données psychométriques solides. Pour la petite anecdote, on a recensé plus de 40 000 articles de recherche depuis les années 70, et c'est un champ de recherche qui est encore très actif, qui est loin d'être obsolète, et pour lesquels les chercheurs produisent encore beaucoup de données. C'est aussi un champ théorique qui est venu s'enrichir de différentes disciplines et qui continue à évoluer avec le regard de différentes disciplines très transversales, notamment la biologie évolutionniste, dont on parlera un petit peu plus tard, hein, l'éthologie également, qui est la science des comportements animaux, mais aussi c'est enrichi de la psychologie du développement, les sciences cognitives, la théorie des systèmes. Donc on va voir que c'est une théorie qui en englobe plusieurs. Et s'il y a un truc à retenir de tout ce webinaire, c'est ce à quoi s'intéressent les théories de l'attachement, c'est-à-dire comment l'humain va chercher la relation pour réguler la peur et l'angoisse et le stress. Et pourquoi nous, ça nous intéresse en tant que psychologue ou professionnel de santé? C'est parce que ça va nous fournir une clé de compréhension des comportements humains et que ça va nous permettre d'éclairer en partie la manière dont le patient va adhérer ou non en soins, parce qu'on sait aujourd'hui que l'attachement a une influence particulière sur le développement de différentes compétences, comme les capacités à réguler ses émotions, le développement des compétences psychosociales, mais aussi le développement cognitif, la confiance et l'estime de soi, et la capacité à explorer, l'autonomie, tout autant de compétences qui sont fortement utiles dans un parcours de soins. Et ça va également nous permettre de trouver l'attitude qui sera la plus facilitatrice pour l'alliance thérapeutique, la communication, la compliance, la prévention, tout autant de qualités soignantes qui permet aussi au patient de rentrer sur son parcours de soins. Ça peut résonner, par exemple, des patients qui vont hyper solliciter, qui vont prendre beaucoup de rendez-vous, demander beaucoup de consultes, poser beaucoup de questions, ou à contrario, des patients qui viendraient très rarement consulter ou vraiment en dernier recours quand ça va vraiment très très mal. Ça peut nous éclairer, nous donner des clés de compréhension sur peut-être le style d'attachement qu'ils ont intégré. Et puis on sera amené à développer cette partie, à la fois dans le webinaire 2 concernant les consultations avec les enfants et ensuite dans le webinaire 3 en ce qui concerne les consultations réalisées avec les adultes. Tout ça pour vous dire que ça serait super chouette que vous veniez au webinaire 2 et 3. OK. Alors, il faut savoir, aujourd'hui, on sait que l'attachement se construit dans les toutes premières relations précoces que l'enfant entretient avec ses figures de soins, les caregivers. Et de fait, on a quand même longtemps cru que ça pouvait être absolument déterminant, que ces premières expériences pouvaient être déterminantes pour la suite. Alors oui, mais pas tout à fait. On se rend compte que c'est bien plus complexe que ça et que surtout l'attachement n'est pas déterministe, hein. C'est pas parce qu'on a eu une enfance chaotique qu'on se prédestine à une vie difficile et chaotique, même si c'est ce qu'on a longtemps cru et ce qu'on peut peut-être encore croire dans certains endroits, dans certains milieux. Donc l'attachement, c'est pas déterministe, c'est une approche probabiliste, hein. Il faut vraiment s'imaginer l'attachement comme un système ferroviaire où on partirait d'un point de départ, hein, mais où notre trajectoire peut dévier. Donc il n'y a pas qu'une seule trajectoire possible, il y a une probabilité accrue de suivre une trajectoire, mais la bonne nouvelle, c'est que la transformation et le changement peuvent venir en tout point du développement.
Ok? Donc la trajectoire développementale, elle peut dévier et le changement peut arriver à tout point du développement, mais va quand même être contraint par l'adaptation antérieure, par l'histoire de vie. Et c'est aussi important de garder en tête que l'attachement, ça n'explique absolument pas tout. Ok? Il y a plein de facteurs qui peuvent avoir une influence sur une trajectoire développementale. Donc c'est important de pouvoir garder l'attachement en tête pour avoir une compréhension globale du fonctionnement et de la trajectoire. Et puis de se rappeler que le cerveau humain et les dernières découvertes montrent qu'il est extrêmement plastique. Il est très très fortement dans la toute petite enfance. Il le reste aussi entre 3 et 6 ans et tout au long de la vie. Mais c'est vrai que plus on attend, plus ces changements vont être un peu plus lents. Donc l'idéal étant d'inscrire des belles expériences dans la petite enfance pour que ça reste inscrit. Et alors, visiblement, je ne peux pas passer à la suite. Ah si, c'est bon. Ok, on va distinguer pour commencer. Alors, excusez-moi, j'ai du petit parasitage. Ok, on va pour commencer et on complexifiera les explications au fur et à mesure. On va distinguer deux grands types d'attachement. D'un côté, l'attachement dit sécure et de l'autre côté, l'attachement dit insécure, dans lequel il y aura des sous-catégories, mais on y reviendra au fur et à mesure, un petit peu dans ce webinaire et plus en profondeur dans le webinaire numéro 2. Donc il faut savoir, si mon ordinateur veut bien avancer, vous excuserez. Que l'attachement, c'est absolument pas de la psychopathologie. Ok? On va préciser les choses. L'attachement, c'est des comportements qui vont s'activer et qui vont représenter une valeur adaptative dans un contexte donné, qui peut être évolutif tout au long de la vie. C'est-à-dire qu'on peut naître dans un milieu qui va être particulièrement insécurisant et avoir des comportements qui sont adaptés pour pouvoir survivre dans ce contexte-là. Et puis, au fur et à mesure, il y a de la sécurité qui peut émerger dans cet environnement-là et on peut voir nos manières d'y répondre changer au fil du temps. Et ce qui est intéressant à savoir, c'est qu'on peut avoir une insécurité de l'attachement et vivre heureux, être inséré socialement, avoir une famille, un boulot et même ressentir la joie et le plaisir. Ça peut tout à fait être possible. En revanche, on sait qu'avoir une insécurité de l'attachement, ça représente un facteur de vulnérabilité face au développement de la psychopathologie. A contrario, avoir une sécurité de l'attachement est un facteur protecteur face à la psychopathologie. On donne souvent la métaphore de la maison. Vous avez une maison qui peut tenir des années et être très vivable, très présentable. Mais face à une intempérie, si elle a des fondations fragiles, elle est plus à risque de s'effondrer. C'est le même fonctionnement pour la sécurité ou l'insécurité de l'attachement. Si on a une insécurité de l'attachement, on peut vivre sa vie de manière totalement adéquate jusqu'au jour où on peut être confronté à des événements de vie du type deuil, accident, chômage euh, et autres catastrophes que la vie peut nous réserver. Et on peut davantage s'écrouler et développer de la psychopathologie si on a intériorisé une insécurité de l'attachement. Ok. Ok. Un autre truc à débunker aussi, c'est souvent un truc qui peut être, voilà, qui nous est souvent posé comme question, euh, où les gens font régulièrement l'association entre l'attachement, l'amour et la dépendance. Donc c'est absolument important qu'on vienne préciser que l'attachement, c'est ni de l'amour, ni de la dépendance. Parce que l'amour et l'attachement n'ont absolument pas la même fonction. L'amour, c'est une expérience qui est plus globale, plus complexe et qui va inclure ou non l'attachement. C'est pas un prérequis, ça peut aller de pair, mais ça peut fonctionner aussi de manière désassociée. Et dans l'amour, on va davantage y retrouver de l'élan affectif, de la tendresse, du désir, de l'admiration et du plaisir. Ce qui va changer avec l'attachement,
c'est que l'attachement, ça va davantage correspondre à la recherche de sécurité intérieure grâce à la présence de l'autre. Donc en fait, ce qui change, dans l'attachement, c'est pas la capacité à aimer, c'est la capacité vraiment à se laisser approcher ou à demander de l'aide ou à se reposer, sur l'autre en situation de vulnérabilité. Et on peut, voilà, la sécurité intérieure, elle va pas dépendre, de l'amour qu'on a pour autrui, hein. Elle va davantage dépendre de la sensibilité. La sensibilité, c'est la capacité à percevoir, interpréter les besoins de l'autre et à ajuster ses réponses en fonction, avec, disponibilité, prévisibilité et empathie. Et on peut, tout à fait avoir de l'amour, sans attachement. Petite référence, aux relations passionnelles ou les coups, d'un soir où, il y a du plaisir, hein, mais il y a pas forcément d'engagement. Alors qu'il faut savoir que l'attachement, il y a une notion d'engagement et de répétition. C'est-à-dire que pour être attaché, il faut se voir, il faut se fréquenter, sur le long terme. C'est un lien qui émerge progressivement à force de contact. Et qu'il peut aussi y avoir de l'attachement, sans amour, notamment, les relations où on peut être amené à rester, par sécurité, même si on voit que dans l'attachement, amoureux adulte, c'est un peu plus complexe que ça. Voilà, mais on aura certainement l'occasion d'y revenir lors du webinaire numéro 3. OK, l'attachement, c'est aussi à ne pas confondre avec la dépendance affective. Voilà, moi, très, très souvent, c'est quelque chose qu'on me demande, hein: «Est-ce que, être attaché, c'est être dépendant?» Non, pas du tout. La dépendance affective, c'est la capacité à fonctionner émotionnellement sans l'autre, qui va davantage appartenir à l'insécurité de l'attachement. Heu Et de la même manière que la dépendance, elle n'est pas à confondre avec l'interdépendance, qui est, l'équilibre, subtil entre notre autonomie individuelle et notre besoin, grégaire de faire société avec, les gens. Comme exemple pour illustrer, hein, on vous a mis un petit exemple de, par exemple, un manager ou on prend l'organisation de l'hôpital, un chef de service, ou dans le cas du libéral, par exemple, des collègues de travail. Si on a eu une consultation compliquée avec, par exemple, un patient agressif, on va se retourner vers ce manager ou vers ce collègue qui va nous écouter, nous soutenir, nous sécuriser et le stress va pouvoir diminuer. C'est pas pour autant qu'on est amoureux de son chef de service ou de son collègue. Ça peut arriver, mais voilà. Ça peut arriver, mais on vous le déconseille. Bon. OK. OK, maintenant qu'on a fait cette petite intro, on va vous, décrire, les aspects, théoriques et historiques pour que vous puissiez comprendre dans quel contexte sont nées, les études sur l'attachement. Alors je souhaite, bon appétit à la personne que j'entends, mais si éventuellement Oui, vous pouvez couper les pensez à micros, couper le micro. ce serait formidable. Merci. Alors, on va commencer avec John Bowlby, qui est considéré comme l'un des pères fondateurs, des théories de l'attachement telles qu'on les étudie encore aujourd'hui. Donc ce qui est intéressant de voir, c'est que dans, différents endroits du monde, dans un contexte d'après, Seconde Guerre, mondiale, hein, au même moment, il y a eu un intérêt pour les effets et les conséquences de la séparation et des carences en soins maternels sur les enfants. Et John Bowlby a été l'un des premiers à chercher à conceptualiser et théoriser ce qui était en train de se passer. Parce que rappelez-vous, Deuxième Guerre mondiale, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'orphelins, beaucoup de champs d'observation pour, voilà, observer les effets, d'après-guerre. Donc, John Bowlby, c'est un psychiatre et psychanalyste anglais qui, très tôt dans sa carrière, présente un intérêt pour les effets de la séparation sur le comportement de jeunes enfants. Et à ce moment-là, pour rappel, la psychanalyse, c'est quand même la pensée, dominante de cette période-là pour, chercher à comprendre, ce qui se passe ce qui se passe pour nous autres les humains. Et en fait, Bowlby, il est formé, il trouve que la psychanalyse, est assez intéressante, mais assez rapidement, il remet en cause la validité scientifique et notamment, il sera en désaccord, hein, notable avec la théorie des pulsions, heu, psychanalytiques. Mais je rentrerai pas dans les détails, c'est pas le propos aujourd'hui.
Et tout au long de sa carrière, Bowlby il cherche à lutter contre les dogmes idéologiques et il a cette jolie formule que je trouve intéressante. Il aura tendance à dire que si la théorie ne fonctionne pas, c'est pas aux patients de se plier en quatre pour correspondre à la théorie, mais c'est aux théoriciens de réviser la théorie. Alors, lui, il n'est pas tout à fait en accord avec toutes les théories psychanalytiques, et alors il va chercher des réponses dans d'autres disciplines, et notamment l'éthologie, la science des comportements animaux, et l'évolutionnisme. Et il en conclut quelque chose qui est assez intéressant et important, et qui va peut-être changer le regard du soin à cette période-là, c'est qu'il considère que l'attachement est un besoin primaire et fondamental de l'évolution. Et je vais vous expliquer un peu plus en détail par la suite. Et juste Ah, par rapport voilà, ouais, excuse-moi. à Bowlby, ce pourquoi il s'est intéressé à ces sujets de la séparation, c'est qu'il en a éprouvé, lui, plusieurs dans la petite enfance et il a pu dire que ça l'avait profondément marqué. Ok. Bowlby, il va partir faire la biographie de Charles Darwin, et donc il s'inspire grandement des théories de l'évolution. Donc, comme je le disais précédemment, le lien d'attachement, pour lui, se développe de manière primaire et vise avant toute chose à la protection de l'espèce. Et donc, chaque espèce vivante se développe dans un environnement particulier, c'est-à-dire dans un contexte particulier, avec des spécificités particulières. Et voilà, ils viennent mettre en évidence une spécificité de l'espèce humaine qui naît avec une longue période d'immaturité. Donc, nous ne sommes pas comme les petits chevaux ou les petites girafes qui, en quelques heures, peuvent se débrouiller toutes seules. Nous, il nous faudra plusieurs années pour pouvoir être indépendants et autonomes. Et donc, cette longue période d'immaturité confère à l'espèce humaine deux caractéristiques très spécifiques et qui appartient majoritairement à l'espèce humaine, c'est-à-dire que l'être humain naît avec une grande flexibilité. Il peut être hyper adaptable, hein, on le voit aujourd'hui, on peut vivre dans différents contextes environnementaux et survivre par grande chaleur ou dans des grands froids. Euh, et que notre flexibilité, notre capacité à s'adapter nous permettent de vivre dans plein d'endroits différents. Mais le revers de la médaille, c'est que cette flexibilité, elle nous confère aussi une grande vulnérabilité, soit une grande fragilité. Donc, depuis à peu près 300 000 ans, depuis que l'homme est homme, l'homme a trouvé important de protéger le tout petit durant sa période de développement. Et en fait, selon Bowlby, c'est cet équilibre entre flexibilité et vulnérabilité qui confère un avantage à notre espèce. C'est ce qui fait qu'on est toujours fonctionnel aujourd'hui, 300 000 ans plus tard. Voilà. Mais pour rappel, la maturité cérébrale notamment, hein, c'est à peu près 25 ans. Donc comparé au petit girafon qui se met debout sur ses pattes en quelques heures, voilà, c'est ce qui va conférer la vulnérabilité Ouais, de l'enfant et de l'adolescent. voilà, tout à fait. Ok, je vais passer assez rapidement, mais voilà, pour dire à quel point Bowlby s'est intéressé à vraiment d'autres disciplines. Il s'est inspiré des travaux de Konrad Lorenz, hein, qui était biologiste et zoologiste autrichien et qui, pour la petite anecdote, a remporté le prix Nobel de médecine en 1973 pour ses recherches en éthologie. Et en fait, Lorenz, il a décrit le phénomène d'empreinte chez les oies cendrées. Donc, il est venu décrire cette figure hyper importante pour le développement du petit de l'oie qui, au bout d'à peine 4 heures après la naissance, va identifier une figure d'empreinte qui aura comme rôle exclusif de mettre à l'abri du prédateur, jusqu'à ce que le petit de l'oie soit suffisamment indépendant pour prendre son envol. Ok. Autre étude et recherche hyper importante dans la conceptualisation de Bowlby et de l'attachement chez l'humain, ce sont les recherches d'Harry Harlow, professeur de psychologie américain qui a travaillé sur l'expérience d'isolement chez les bébés singes rhésus. Donc l'idée, c'était de séparer des bébés singes de leur mère et de les présenter à des substituts maternels
Donc, on a fait une petite illustration là sur l'image, hein. D'un côté, on lui présentait une mère ferraille avec un point d'alimentation, un biberon, et en même temps, on lui présentait une mère douce, donc une mère qui était recouverte d'une voilà, texture de laine certainement, mais cette fois-ci sans alimentation. Et puis on est venu observer ce qui se passait. Et on a constaté que le bébé singe avait une préférence pour le contact avec la mère douce, même si elle n'avait pas de point d'alimentation accessible. Quand on lui retirait cette mère douce, on observait des peurs excessives et des stéréotypies, des comportements répétitifs, automatisés, sans but apparent, mais qui sont souvent le révélateur d'un besoin de régulation du stress. Et une fois qu'on réintroduisait cette mère douce, on voyait une réduction du contact physique à la réunion, comme si quelque chose venait se rompre et se casser. Et ce qui est intéressant par la suite, c'est que les observations qu'on a menées chez les diades enfants, parents, chez l'espèce humaine, ça fonctionnait à peu près de la même manière. Ok. Ah oui. C'est pour ceux qui regardaient la télé dans les années 90, au début des années 90, c'est les images des enfants des orphelinats roumains qui pouvaient avoir ces stéréotypies, ces balancements avec une énorme insécurité, ce qui rejoignait les travaux de René Spitz d'après-guerre sur l'hospitalisme. En 1951, on a l'Organisation mondiale de la santé qui commande à Bowlby un rapport pour chercher à comprendre les effets délétères de la séparation sur le développement de jeunes enfants. Et à ce moment-là, Bowlby, il a quand même accès à un certain nombre d'observations et il est en mesure de fournir des faits qui concernent la carence de soins maternels, qui entraînent des relations affectives superficielles, l'absence de concentration intellectuelle, l'inaccessibilité à l'autre, le comportement de vol sans but réel, l'absence de réaction émotionnelle. Et dans ce rapport, il remet en question notamment la séparation enfant-parent dans certains contextes, et notamment les contextes d'hospitalisation. Donc il faut savoir que ce rapport-là, il rend Bowlby célèbre, hein, mais ça le met aussi en conflit avec le monde hospitalier et notamment les psychanalystes qui occupent la place centrale. Et rappelez-vous, pour les psychanalystes, l'attachement, il est secondaire au développement, là où Bowlby le met vraiment au centre du développement de l'enfant. Donc, il faut savoir que Bowlby se fait quand même rejeter de la Société psychanalytique britannique et n'obtiendra des excuses que dans les années 70. Ce rapport met quand même beaucoup de temps à se faire entendre, hein. Il date de 51. Et en France, par exemple, il faudra attendre les années 80 pour voir une circulaire être diffusée dans les services hospitaliers qui encourage la présence des parents auprès des enfants. Donc on a quand même une trentaine d'années de différé. Et dans les choses vraiment réelles, moi j'ai commencé ma carrière dans les années 2000 et les parents restaient à la porte. On les a fait rentrer progressivement, mais c'était pas encore quelque chose d'admis. Maintenant ils sont bien présents, mais c'était pas encore le cas au début des années 2000. Effectivement. Aujourd'hui, ça me semblerait plutôt curieux qu'il n'y ait pas de parents auprès des enfants. Ok. Et puis, un autre apport théorique extrêmement important, c'est l'apport du couple des Robertson qui présente la séquence protestation, désespoir, détachement. James et Joyce, qui sont respectivement travailleurs sociaux et psychologues, hein, qui font beaucoup d'observations d'enfants dans les maisons d'enfants en Angleterre pendant la guerre. Et ils rendent célèbre le documentaire de John à la pouponnière. Je ne sais pas s'il est accessible sur les réseaux, le documentaire, mais pour l'avoir vu, ça peut être intéressant, même si je vous préviens que le visionnage de ce film n'est pas évident. Donc c'est John qui a 17 mois, à une époque où on prêtait guère attention au ressenti de l'enfant, hein, dans les années, fin des années 60. Et en fait, qui est filmé pendant 10 jours, hein, alors qu'il est confié en pouponnière. Donc on le voit évoluer dans ce contexte de pouponnière où il y a beaucoup d'enfants et pas beaucoup d'adultes pour prendre soin des enfants.
Et il est confié parce que sa mère est en train d'accoucher de sa petite sœur. Et le petit John reçoit la visite ponctuelle de son père de temps en temps. Et le petit John est donc filmé pendant 10 jours qui vont permettre au Robertson de pouvoir observer cette séquence de protestation, désespoir, détachement. Donc dans les premiers jours, on voit le petit John avoir des réponses très actives pour rétablir la proximité avec son père. Donc on le voit pleurer, tendre les bras, crier, se rouler par terre quand son père part. Et puis les jours passent. Et puis on voit une phase de désespoir s'installer, où on voit davantage de réponses passives, où le petit John présente de l'impuissance et un désintérêt, notamment pour explorer son environnement. Et puis on observe une dernière phase où, au moment des réunions, des retrouvailles avec son père, le petit John, il rétablit le contact, mais avec une certaine indifférence affective. Et ce pattern devient particulièrement important parce qu'il devient le modèle de Bowlby pour expliquer la psychopathologie de l'enfant et notamment le trouble anxio-dépressif. Et puis pour Bowlby, une fois qu'il y a du détachement, il y a quelque chose qui reste du lien qui est abîmé. En tout cas, pour lequel il y a une certaine indifférence affective. Ok. Et puis on a Mary Ainsworth, qui a longtemps été considérée comme l'élève de Bowlby, mais qui était certainement bien plus qu'une élève, mais aussi une collaboratrice et une des fondatrices des théories de l'attachement. Et donc elle collabore pendant 30 ans avec Bowlby. Et c'est grâce à elle et à tout son travail de psychométrie que elle apporte une validité expérimentale aux théories de Bowlby. Donc, dans un premier temps, elle part en Ouganda en 1954 et elle y fait une étude d'observation où elle va observer une vingtaine, trentaine de familles en situation naturelle pendant 9 mois, 2 heures de visite à domicile par semaine. Et elle est en mesure de valider les tests de Bowlby, notamment sur le caractère primaire de l'attachement. Et puis ensuite, elle rentre aux États-Unis et elle commence à produire des échelles d'évaluation. Et elle reproduit notamment l'étude ougandaise avec un public de dyades mère-enfant américaines et qui valideront les mêmes résultats. Elle propose différents concepts, mais je rentrerai pas dans les détails aujourd'hui. Mais elle développe notamment la situation étrange, que vous entendrez aussi sous le format strange situation, qui est une situation standardisée en 7 épisodes de séparation retrouvailles d'une mère et son enfant. Donc c'est une situation standardisée qui va devenir mondialement connue et qui est encore utilisée aujourd'hui, notamment pour produire des données de recherche. Et donc, à partir de ces observations, elle est en mesure de créer des catégories dans lesquelles elle va classer des patterns de comportement, dont vous avez déjà certainement entendu parler sous les termes sécure, évident ou ambivalent résistant. Donc je vous fais une petite intro, un petit teasing. Je ne rentrerai pas trop dans les détails. On en reparlera dans le webinaire 2. Et donc elle décrit l'attachement sécure, où un enfant va présenter des comportements d'attachement sécure avec la capacité à attirer l'attention et exprimer ses besoins de manière fluide et assez cohérente. Elle va aussi identifier des comportements d'attachement dits évidents, donc des enfants qui vont avoir des stratégies d'hypoactivation des besoins. Donc c'est des enfants qui vont exprimer très peu, voire pas du tout d'émotions et qui vont présenter une pseudo-sécurité. Je dis pseudo parce que quand on observe leur manière d'explorer et d'entrer dans le jeu, on se rend compte que la manière de jouer est qualitativement moins forte que chez les enfants qui sont sécures. Et puis une troisième catégorie qui est la catégorie des attachements ambivalents résistants, où les enfants présentent des stratégies d'hyperactivation des besoins. Donc très souvent des petits qui pleurent et qui crient très fort et avec qui on a des difficultés à consoler. C'est des enfants qui vont hyper solliciter, qu'on va beaucoup voir en consultation,
parce qu'il peut y avoir voilà, des soucis de comportement, de sommeil, d'alimentation. A contrario, les enfants avec un, un attachement plutôt évitant, c'est les enfants qui vont pas faire de bruit, qu'on va avoir tendance à éviter. Pour autant, c'est des enfants qui ont besoin de soins et d'attention. Donc, de pas, voilà, penser à pas les oublier, mais on en reparlera aussi, notamment au webinaire 2. Ok, on finit cet aspect théorique avec Mary Main. Je passerai assez rapidement, juste pour dire qu'elle a ajouté une quatrième catégorie assez intéressante, celle de l'attachement désorganisé, où il semblerait que ce soit des enfants qui présentent des comportements bizarres, inhabituels, contradictoires, voire conflictuels, notamment pendant les moments de retrouvailles avec le parent, donc après la séparation. Mais pareil, on vous en parlera davantage dans le webinaire 2 et 3. Elle contribue aussi fortement aux recherches chez l'adulte en créant le AAI, qui est un entretien semi-directif et qui vient analyser le discours des adultes sur leur relation, leur représentation d'attachement. Voilà, j'en parlerai pas beaucoup plus aujourd'hui parce qu'on va manquer de temps, mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle travaille aussi sur la transmission intergénérationnelle de l'attachement, en y voyant, une forte influence, et il semblerait, et ça me paraît être, l'information qui peut être intéressante à vous transmettre, c'est que la transmission de l'attachement tient plus de l'expérience relationnelle, hein, de l'expérience qu'on peut faire, hein, entre un enfant et ses donneurs de soins, que de l'effet direct des gènes. Même si on a fait aussi quelques travaux en génétique, qui ont permis de repérer quelques gènes qui peuvent, rendre l'individu plus vulnérable, notamment à l'attachement désorganisé, mais que visiblement, il y aurait davantage, voilà, de facteurs qui appartiennent à l'expérience relationnelle. OK. Bon, je crois que tout le monde est là encore? OK, on va, voilà, là, l'idée, c'était de vous présenter des concepts clés, pour que vous puissiez comprendre le jargon de l'attachement. Si on n'a pas accès à ces concepts, c'est plus difficile, hein, de rentrer à la fois dans les lectures plus ou moins spécialisées, de l'attachement. Et on utilisera bien entendu ces concepts dans les prochains, webinaires. On va pas voir tout ça, ça fait beaucoup. On va, voilà, rassurez-vous. Aujourd'hui, je vais, vous parler des systèmes comportementaux. En d'autres termes, je vais vous montrer comment est-ce qu'on allume et qu'on éteint un interrupteur, tout simplement. Et puis, on laissera le système de caregiving dans le webinaire 2. On parlera des modèles internes opérants, de la mentalisation, et on laissera les émotions dans la suite. Voilà, un petit peu de teasing pour, vous donner envie de venir pour, nos webinaires 2 et 3. OK. Le système comportemental, qu'est-ce que c'est? C'est un mot complexe pour décrire quelque chose d'à la fois complexe, mais aussi qui peut être simple. Faut savoir un truc, il faut savoir que les humains, ils ont un répertoire de comportements innés en nombre limité. Il faut vraiment se représenter le répertoire du comportement humain comme l'alphabet. En français, on a 26 lettres et c'est la combinaison de toutes ces lettres qui vont nous permettre d'avoir un langage hyper complexe et très riche. Et en fait, le système comportemental, le système, c'est comme ce petit chef d'orchestre. Il va venir organiser un certain nombre de comportements pour répondre à un objectif bien précis. Donc le petit chef d'orchestre, il va activer certains comportements qui auront un but biologique précis. Je vous en ai fait un listing non exhaustif à la suite, OK? Il va chercher à nous protéger, à nous aider à nous reproduire, à découvrir l'environnement, détecter le danger, prendre soin d'autrui, maintenir les liens. Tout ça combiné, le but ultime, c'est de pouvoir préserver l'espèce. Donc le petit, chef d'orchestre qui est le système, il va organiser des comportements pour atteindre un objectif et je vais vous donner des exemples par la suite. OK, donc ces systèmes de comportement vont s'activer ou s'éteindre en fonction de déclencheurs qui peuvent être internes ou externes. Et pour mieux comprendre, je vais vous donner l'exemple du système d'alarme. Le système comportemental
de l'alarme, qui est aussi le système de la peur et de l'angoisse. Ça a différents noms, ça existera sur ces deux dans les écrits sur lesquels que vous pourrez être amené à consulter. L'objectif biologique, c'est d'éviter le danger. Jusque-là, on est OK. Donc pour éviter le danger, le petit, chef d'orchestre, il va activer des comportements qui permettent à l'individu d'identifier et de s'adapter aux choses effrayantes. Dans les comportements qu'il va activer, on va pouvoir observer des comportements tels que le repli, la fuite, l'évitement, l'attaque, le figement et plus récemment, on est amené aussi à étudier tous les comportements qui sont en lien avec la soumission. Et donc ces comportements-là, ils s'activent quand on a détecté un danger ou qu'on a perçu un stress. Et les déclencheurs peuvent être soit des facteurs internes, des choses qu'on ne peut pas voir quand on est de l'extérieur, soit des variations hormonales, l'état d'activité du système nerveux, la stimulation totale de l'organisme. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'une sensation ou une émotion peut venir déclencher les comportements que je vous ai listés et enclencher le système d'alarme. On peut également avoir des déclencheurs qui appartiennent à l'environnement, à l'extérieur. Et ça va dépendre de notre niveau de développement. Mais pour vous donner quelques exemples, pour les tout petits, une simple étrangeté, des bruits, des objets qui grossissent et qui s'approchent avec rapidité, des bruits forts, des gestes brusques, l'obscurité, l'isolement, sont suffisants pour déclencher un système d'alarme. Et donc tous les comportements qui y sont associés. Mais également, on peut ajouter un autre facteur, et pas des moindres, celui de la place et du comportement du caregiver, qui peut être suffisant pour déclencher l'alarme. Notamment quand le caregiver, donc le caregiver dans le jargon de l'attachement, c'est le donneur du soin. Statistiquement, c'est plus souvent un parent. OK? Donc quand le caregiver est absent, ou en retrait, ou est rejetant, ou présente de l'indisponibilité ou un manque de disponibilité, c'est suffisant pour enclencher le système d'alarme. On reviendra plus dans les détails dans le webinaire 2 pour voir tout ce qui peut déclencher les tout petits. On a un autre système comportemental, celui de l'attachement. Donc voilà, ceux que je vous présente, c'est ceux dont vous entendrez parler le plus souvent. Pour rappel, OK, il faut protéger le petit humain durant toute sa période d'immaturité. Donc l'objectif du système comportemental, c'est de rechercher la proximité avec la figure d'attachement pour protéger la peur et l'angoisse. OK, dès qu'on est, on cherche plus grand, plus fort, plus sage que soi et aussi, capable de réguler nos états internes là où, alors qu'on est encore un tout petit bébé, on n'a pas encore les compétences, et les possibilités de le faire. Qu'est-ce qui va activer le système, comportemental de l'attachement? C'est les mêmes conditions d'activation que le système d'alarme. Le danger détecté ou le stress perçu. OK, donc c'est la même chose qui va le déclencher, la peur, l'angoisse, le danger. Qu'est-ce qui va l'éteindre? OK. Dès que la figure d'attachement, ou le caregiver, ou le donneur de soins, va être à nouveau présent et disponible. Ça va aussi dépendre du développement de l'enfant et de ce qui peut lui faire peur. Voilà, ce qui fait peur à un tout petit, fait moins peur à un adulte, par exemple. Et puis ça va dépendre aussi de la fon de l'intensité de l'activation du système d'attachement. Est-ce que ça a été une très, très, très grande peur, hein, qui a induit par exemple le figement ou est-ce que ça a été, une peur, gérable? Et on vous donne un petit exemple, OK, de la désactivation, du système d'attachement? Donc, c'est un peu l'exemple qu'on donnait tout à l'heure, mais voilà, s'il y a une consultation ou quelque chose qui se passe mal, on va aller partager ça avec, un collègue, voire en tant qu'adulte, on peut même penser, à la personne, à une figure d'attachement, qu'on va pouvoir contacter pour parler de cet événement et ça permet de diminuer un petit peu le niveau de stress, ce qui est pas le cas d'un tout petit qui a vraiment besoin de cette proximité et ce contact pour s'apaiser. Ouais. Il peut pas le faire à distance. Mmh. Donc, c'est vraiment, ça, une idée à conserver, c'est le besoin de proximité et de contact pour le jeune enfant qui, avec le temps, peut se faire à distance, voire juste par la pensée, chez l'adulte. Mais Ouais, c'est un processus qui prend du temps. tout à fait.
Et je sais qu'on est quelques-uns hein, qui sont présents aussi, qui avons recours à nos confrères, nos consoeurs, quand on est soumis à voilà, des consultations qui peuvent être plus éprouvantes, à avoir recours à ce système-là. Ok, il y a quelques personnes qui doivent nous Partir. quitter, mais rappelez-vous que vous avez accès au replay de ce webinaire dans les prochains jours. Ok, et là, ça devient quand même très intéressant, parce que le système d'attachement, il active quoi comme comportement? Des comportements aversifs. Chez le tout petit, ça va correspondre aux pleurs ou aux cris. Ils ont comme objectif de amener le caregiver à s'approcher pour calmer ses pleurs et ce cri. On va aussi voir des comportements de signalisation, comme vocaliser, sourire, qui peuvent être un peu plus agréables que les précédents. Ils ont comme objectif aussi d'attirer et de maintenir le caregiver à proximité jusqu'à ce qu'il n'y ait plus besoin, jusqu'à ce que le système d'alarme s'éteigne. Et puis, plus le développement va se faire et la motricité se complexifier, on va avoir des comportements actifs être visibles et on va voir le tout petit suivre et s'approcher du caregiver qui protège et qui rassure. Et c'est là où ça change tout. De faire bien attention entre le comportement de l'enfant et les pensées que ça peut générer chez un adulte. Par exemple, un enfant qui hyper-sollicite, on peut avoir en tant qu'adulte des pensées, il me persécute, il le fait exprès, il se moque de moi, vous voyez? Et c'est vraiment de bien distinguer et d'aider les parents à distinguer le comportement de l'enfant et les pensées, les idées que ça génère, ce qui est souvent complètement, opposé. Ils cherchent du contact, de la proximité pour être rassurés et non pour persécuter. Ok, il y avait un autre point qui me semblait important à vous préciser. C'est que le système d'alarme et le système d'attachement, ils ont la même fonction, c'est protéger. Ok, quand ils sont activés ensemble, on a plus de chances pour notre survie. Ils activent à eux deux des comportements un peu différents, soit l'immobilité ou alors la mise à distance accrue ou la recherche de proximité avec un protecteur. C'est des comportements qui concernent l'enfant, mais pas que. Également l'adulte jusqu'à la fin de ses jours. Ok, donc nous tous, nous sommes concernés par ce genre de comportement. Et il existe un conflit possible, c'est quand le protecteur devient aussi la source de danger. Ok, quand le caregiver doit protéger, mais qu'il représente aussi un danger. Et Bowlby, il avait une formule assez élégante que j'ai trouvée intéressante. Lorsque l'image d'attachement est également celle qui évoque la peur, dans des situations où il y a de la violence, de la maltraitance, de la menace, en pareille circonstance, plutôt que de la fuir, de jeunes créatures humaines sont susceptibles de s'agripper à cette image hostile et menaçante. Ok, et là, on a certainement un facteur, un point de départ, une genèse à ce qui peut ressembler chez les adultes aux situations de conflit conjugal ou les relations dites toxiques. On se retrouve à rester dans des situations, dans des relations qui peuvent être extrêmement violentes. Voilà. Et l'hypothèse de Bowlby était de dire que ben, voilà, quand la figure protectrice a aussi été malmenante et maltraitante, on peut avoir intégré une idée très paradoxale, hein, que à travers la sécurité, on y retrouve aussi du danger. C'est quelque chose qu'on retrouve assez souvent, moi, dans mes consultations avec les adultes. Ok, le dernier système dont on va vous parler aujourd'hui, c'est le système de l'exploration. Ok, le système de l'exploration, rappelez-vous le petit chef d'orchestre, il va activer certains comportements qui vont permettre à l'individu de découvrir le monde extérieur, son environnement, mais aussi son monde intérieur. Aller chercher les sensations, les émotions, aller l'explorer, s'autoriser à les ressentir. Ok, et ça va lui permettre d'interagir avec l'environnement et d'apprendre de nouvelles choses. Il s'active quand l'adulte ou l'enfant est en sécurité. Dans ces moments-là, alors, l'individu se sent curieux, confiant et motivé pour explorer. Et quand est-ce qu'il s'éteint? Il s'éteint quand le système d'attachement et le système d'alarme sont activés. Donc, on dit que ce sont des systèmes antagonistes. Ils ne peuvent pas fonctionner, être allumés au même moment. Il faut qu'il y en ait un qui s'éteigne pour que l'autre fonctionne. Autrement dit, on ne peut pas aller explorer quand on ne se sent pas
en sécurité. Et quand on parle d'exploration, bien sûr, c'est jouer, mais c'est aussi apprendre, travailler, utiliser son corps pour réaliser différentes activités. Et ça marche aussi bien pour l'enfant que pour l'adulte. Et c'est là où c'est intéressant d'observer le jeu des enfants parce que ça peut aussi nous renseigner sur son système d'attachement et ce qu'il a pu intégrer Exactement. comme modèle. Exactement. Ok, là vous reverrez très souvent ce qu'on appelle le cercle de sécurité chez les attachamentistes. C'est un schéma qui explique la sécurité de l'attachement. Ok, l'attachement, ça va être enseigné par des interactions précoces que va avoir l'enfant avec ses donneurs de soins. Donc vous verrez à travers les mains qu'il y a une base de sécurité qui est souvent incarnée, on va le souhaiter, hein, par un individu qui va être plus grand, plus sage et en capacité de réguler l'état interne de l'enfant. Une fois que l'enfant a reçu suffisamment de réconfort, voilà, il s'est branché, on a souvent l'image du porte-avions, hein, comme référentiel. Une fois qu'il s'est ravitaillé en réconfort, il est suffisamment, voilà, son système d'exploration est allumé. Il part explorer le monde, il va faire ses petits jeux, du trampoline, ses expériences, rencontrer les autres, et cetera. Et puis sur sa route, il peut rencontrer quelque chose d'inconnu, d'effrayant, ça va dépendre de son âge, de son niveau de développement, mais il va rencontrer un déclencheur qui possiblement peut activer son système d'alarme et son système d'attachement. Dès lors, le tout petit va manifester des comportements où il va avoir besoin de rétablir la proximité avec sa figure d'attachement. Et c'est par la répétition de ce pattern des dizaines, des centaines, des milliers de fois, hein, comme par assimilation et accommodation, référence à Piaget, qui nous a beaucoup appris là-dessus, que l'enfant va intégrer des représentations concernant les relations. Et ça va nous conduire à évoquer les modèles internes opérants. Donc c'est par la répétition de cette boucle que je vous ai présentée juste avant, que l'enfant va voir naître en lui des modèles internes opérants. Mot compliqué pour expliquer quelque chose qui peut être simple. Les modèles internes opérants, ce sont des représentations mentales, hein, qui vont définir ce que l'individu perçoit des relations, comment il doit agir avec les autres et à quoi il doit s'attendre. Donc ça va lui construire une représentation sur lui-même. Est-ce que je suis digne d'amour? Est-ce que je suis compétent? Est-ce que je peux compter sur autrui? Est-ce que quand mon système d'attachement était activé, quand j'avais peur et que j'étais angoissée, est-ce qu'on m'a fourni de l'attention et de la disponibilité? Ça va me donner aussi des représentations sur les autres. Est-ce que les autres étaient, comme je disais plus tôt, disponibles? Est-ce qu'ils étaient fiables? Est-ce qu'ils étaient dignes de confiance? Ou est-ce qu'au contraire, ils étaient peu disponibles, voire même parfois un peu rejetants ou absents? Et puis sur l'environnement, des représentations sur l'environnement. Est-ce que quand je partais explorer, je pouvais y aller tranquille? Ou est-ce que mon système d'alarme était, toujours un petit peu activé? Est-ce que je devais être inquiet? Est-ce que le monde est sûr ou dangereux? Est-ce que je peux aller explorer en toute sécurité? OK. Autrement dit, les modèles internes opérants orientent nos besoins, nos attentes, nos pensées, nos émotions, nos stratégies de régulation et nos comportements sociaux. Pour vous illustrer ça, je vous ai fait une petite démonstration. Voilà. Je vais vous passer 2 images identiques, mais avec 2 ambiances différentes. OK, donc on a une première vidéo sur laquelle il y a, l'image du lion avec une musique, assez agréable, assez majestueuse. Et on a une deuxième vidéo avec laquelle il y a l'image du même lion, mais cette fois-ci avec une, musique hyper effrayante. OK, imaginez-vous, Hitchcock, sous la douche. Voilà. Donc l'idée, c'est de voir qu'il s'agit de la même image, de la même réalité, mais vue avec un filtre différent. Et cette musique-là, la musique d'ambiance qui change toute l'expérience,
Ce sont les modèles internes opérants. C'est la manière dont on va percevoir la réalité et qui va influencer nos comportements. Dans une image, je vais être plutôt à l'aise à l'idée d'aller explorer, d'aller à la rencontre de ce lion. Je suis plutôt inspirée. Dans la deuxième image, je vais plutôt avoir soit des comportements d'attaque pour me défendre parce que je vais percevoir du danger, soit des comportements de repli. Et donc, en fonction de ce que je vais percevoir, je vais pas tout à fait avoir les mêmes comportements et de fait, je vais pas vivre tout à fait la même expérience. OK pour vous? On va dire que c'est bon. OK, et on va terminer aujourd'hui sur la mentalisation, qui est la capacité à penser les comportements, soit les siens ou ceux des autres, en termes d'états mentaux. Autrement dit, ce que je fais, ce que tu fais, ce que nous ressentons ou pensons n'arrive pas par hasard. C'est lié à des besoins, des sensations, des émotions, des croyances, des attentes. Quelques petits exemples. S'il s'énerve, ce n'est peut-être pas contre moi, c'est qu'il est anxieux. Si je me replie, c'est parce que je me sens menacée et pas parce que je m'en fiche. Et donc, pour illustrer ce que c'est la mentalisation, on a pris l'image de l'iceberg. Mentaliser, en fait, c'est la capacité à faire le lien entre ce qui est visible et ce qui est invisible. Ce qui est visible, c'est le comportement. C'est tous les comportements que je vous ai décrits un peu plus tôt qui sont activés par les systèmes. Et ce qui est invisible, ça va être tous les déclencheurs. Les déclencheurs, les facteurs internes ou les facteurs externes. Et les déclencheurs se sont souvent motivés, tout le temps, motivés par des besoins, de préservation d'espèces, des besoins biologiques, tels qu'on vous les a listés sur votre droite. Des besoins physiques, des besoins cognitifs et des besoins affectifs. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que tous ces besoins sont liés par le besoin de sécurité qui est considéré comme un méta-besoin. Si on ne se sent pas en sécurité, on ne peut pas être pleinement en réponse à nos besoins physiques, cognitifs ou affectifs. Et on sait que la mentalisation réflexive, elle nous permet plein de choses hyper encourageantes. Elle nous permet de mieux tolérer l'incertitude, d'avoir accès à la nuance, de se protéger des interprétations rigides ou catastrophiques, de permettre de contenir et de réguler et de mieux exprimer les émotions. Et elle permet aussi l'engagement émotionnel sans être submergé. Mais, et c'est ça aussi qui est important et qu'on réabordera dans les prochains webinaires qui ne seront peut-être pas aussi longs que celui-ci aujourd'hui, c'est que mentaliser est impossible quand le système d'attachement est activé par le stress, la peur ou l'angoisse. Rappelez-vous d'une seule phrase: sous stress, on régresse. Et dans cette situation, l'autre, il devient méchant, indifférent, dangereux, ou alors je deviens nul, trop, ou pas aimable. Et ça détruit l'estime de soi, et la confiance en soi, et la confiance en les autres, etc., etc. Et ça construit le monde quand on a accès au lion de la musique d'Hitchcock. Et la fonction réflexive, elle est très en lien, en fait, c'est l'application de la mentalisation. Elle nous permet de mettre en œuvre la mentalisation. Et la fonction réflexive, il nous faut 4 étapes. Reconnaître qu'un état mental existe, reconnaître qu'il est subjectif, reconnaître qu'il est différent de celui de l'autre. OK, ce que je ressens, c'est pas forcément ce que l'autre va ressentir. Et reconnaître aussi que ça peut évoluer, OK, qu'un état interne peut s'activer et se désactiver. Et on a quelques exemples qu'on vous donne ici. Mon enfant crie, je sens que ça m'agace et que je me tends. Je me dis qu'il me manque de respect. Mais en même temps, je vois qu'il est surtout débordé par son émotion. Ce n'est probablement pas contre moi. Ça, c'est très protecteur pour ne pas se sentir persécuté par son enfant et ne pas y répondre avec hostilité, mais d'entendre plutôt son besoin de réassurance derrière. Ça marche aussi pour les adultes. Mon partenaire devient distant, je sens une boule au ventre comme une peur d'être rejeté. Une partie de moi sent qu'il se désintéresse de moi, mais peut-être qu'il est préoccupé, ou qu'il a besoin de se calmer. Pouvoir se dire ça, ça permet aussi de se réguler et de se rassurer. OK, quand il y a défaut de mentalisation, c'est notre dernière slide, accrochez-vous. OK, quand il y a défaut de mentalisation, on sait que c'est un facteur de vulnérabilité pour développer de la psychopatho. OK, il y a de la régulation émotionnelle, hein, c'est la difficulté, à identifier et moduler ses émotions. OK, ça peut nous mettre en difficulté dans les relations sociales.
quand on a notamment des difficultés à interpréter les intentions d'autrui. Rappelez-vous le lion, hein, si on ne sait pas s'il vient pour notre bien ou pour notre mal, ça peut nous conduire à être dans le conflit, l'isolement, l'agressivité, le repli social. Ça peut nous mettre aussi en difficulté pour gérer les conflits. Ok, on peut avoir une lecture rigide ou biaisée des comportements, et puis ça peut nous entraîner à avoir des réponses impulsives ou défensives. Ça peut aussi nuire à notre image de nous-mêmes. Voilà, quand on se sent méchant, nul, pas bien, bon bah, sentiment de confusion, de honte, faible estime de soi, une dépendance à l'approbation des autres. Et puis ça peut aussi nous mettre en difficulté pour intégrer tous les événements difficiles. Et si ça se chronicise dans le temps, on peut développer des troubles du stress post-traumatique ou de la dissociation. Ok, et ça peut nous conduire à tout un tas de troubles psychopathologiques. Ok, la bonne nouvelle hein, dans tout ça, c'est que c'est pas une fatalité. La mentalisation, hein, c'est comme le processus d'empathie, c'est un processus, c'est quelque chose qui s'acquiert au fil du temps. Alors l'idéal, c'est de pouvoir l'expérimenter quand on est petit, mais quand on ne l'a pas expérimenté, on peut tout à fait l'apprendre au contact de nouvelles relations qui sont bienveillantes et qui peuvent nous faire faire l'exercice. Ça peut être des copains, des amis, un partenaire, une partenaire, un lieu professionnel, l'école. Ou ça peut être des lieux psychothérapeutiques ou des lieux de soins qui peuvent nous faire expérimenter ce que c'est la mentalisation, pour pouvoir se familiariser et l'utiliser, soi-même. Voilà, vous avez vu toutes ces notions-là, en résumé. On sera amené à les reprendre et à les développer davantage dans le webinaire numéro 2, qui portera sur l'attachement chez l'enfant et le caregiving chez les donneurs de soins, et également chez l'attachement dans un webinaire numéro 3, l'attachement chez l'adulte et la place de l'interculturalité. Et en toute fin, on vous a mis, de la bibliographie non exhaustive. Ici, une bibliographie à l'attention de tout public, que ce soit grand public ou, public professionnel. Et puis une bibliographie, encore une fois, non exhaustive, pour ceux qui souhaitent aller plus loin. Voilà. On a le temps pour quelques questions, si vous avez quelques questions. Alors si vous avez quelques questions, on les prend. Et ben, nous aussi, on souhaite vous revoir. OK? C'était notre, Ce sera le 23 juin, normalement, le webinaire 2, sur le temps de voilà. midi aussi. Donc c'était assez dense. Je vous remercie, hein, d'être restés jusqu'au bout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, voilà, à les Merci d'être poser. venus nombreux. Ouais, on Moi, s'attendait je vais pas à ce qu'il y ait autant de monde. bien me permettre une petite question, si on peut peut-être pas y répondre complètement aujourd'hui, mais je suis donc ergothérapeute et je suis spécialisée en intégration sensorielle et je m'intéresse à à ce domaine-là parce que je m'interroge aussi des fois sur le fait que quand un enfant présente un trouble du processus sensoriel dès sa naissance, hein, est-ce que ça pourrait avoir un impact justement sur le développement de cet attachement sécure ou insécure, sachant que les soins qui lui sont donnés peuvent être considérés comme aversifs et inversement, un enfant hypo ne les ressent pas et ça pourrait aussi faire évoluer, voilà, peut-être cet attachement de manière, différente, voilà, c'était un peu ma question, autour de ces notions-là. Ouais. Alors oui, oui, ça a tout à fait, un lien parce qu'effectivement, on sait que la recherche de sécurité, chez le tout petit notamment, c'est la première étape, va passer par le corps. Et effectivement, il y a des expériences sensorielles qu'on peut être amené à faire et qui sont suffisantes pour déclencher, le système d'alarme et l'insécurité. Et on peut voir des enfants naître avec des spécificités, un système sensoriel peut-être plus réactif et qui vont être plus réactifs à leur environnement. Et ça va du coup, bah, nécessiter, une attention plus accrue, justement pour ça n'empêche pas que la sécurité peut être trouvable à ce moment-là. Mais effectivement, ça a un impact direct. OK. Enfin, je ne sais pas si, Oui, 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 je suis peut-être que tout à d'autres fait gens, d'accord. peuvent aussi participer. Enfin voilà, je sais des trucs, je sais peut-être pas tout, mais effectivement, ça peut, Mais, oui, en tout cas, ouais, dans le cadre, par exemple, moi, j'ai pu accompagner un enfant qui avait des troubles du spectre autistique en crèche. Et c'est vrai qu'on s'était dit qu'un casque, par exemple, pour limiter les nuisances auditives, pourrait l'aider à rentrer un peu plus en relation. mmh, Mais effectivement, si un petit bruit, bah, ça est décuplé, bah, forcément, le bruit qui est doux pour un enfant va être agressif mmh. pour un autre qui aura une sensibilité, une sensorialité plus développée.
Si des fois vous avez des références d'études qui ont été menées sur ces deux domaines, est-ce que vous pourriez partager vos sources, si vous en Ouais, il avez? faut qu'on trouve un moyen peut-être de communiquer. Peut-être qu'on peut se contacter via la CPTS, via l'annuaire de la D'accord, CPTS. avec Euh, plaisir. Oui. moi, j'ai juste j'ai connaissance d'une étude qui a été faite notamment sur le ressenti de la douleur chez les nourrissons, qui effectivement pouvait voilà, entraîner une sensibilité plus accrue à toutes les stimulations. Mais j'ai plus les références en tête, mais si je retrouve, D'accord, je pourrais partager, si je retrouve. avec plaisir. Avec Mm. plaisir. Pas de souci. Merci en tout cas. C'était très intéressant. Merci beaucoup. Ouais, Je ok. crois qu'il y a une question sur le webinaire 3. Et, excusez-moi, ce sera en septembre, mais on n'a pas encore Ouais, ça, calé la certainement au date. mois de septembre, ouais, je vous ferai un topo sur ce qu'on sait de l'attachement chez l'adulte, et comment est-ce qu'il peut aussi s'étudier dans l'interculturalité. Mais ce sera certainement à la rentrée, en septembre. C'est pas C'est mieux mal. là? Ouais, c'est Oui. pas mal. Ah, ça y est, ok. Oui, je disais du coup, un enfant qui est plutôt hyporéactif, qui va exprimer peu de besoins parce qu'il les ressent peu ou qui a du mal à les communiquer, peut avoir du coup un parent qui va pas y répondre, en tout cas qui a l'impression que cet enfant, il n'y a pas trop de problèmes, alors qu'en fait, il y a des problèmes mais Ouais, qui ne sont pas répondus. Et à l'inverse, un enfant qui va être plus hyperréactif et qui euh, peut être plus intense dans l'expression de ses besoins, peut susciter des réactions effectivement de- d'incompréhension, voire j'allais dire de contre-attaque, enfin des parents qui effectivement comprennent, enfin ouais, sont dans un n'ont pas de grille de lecture sur pourquoi est-ce que là il veut pas manger, pourquoi est-ce qu'il veut pas dormir, Mm. pourquoi, et que ça peut nuire, j'imagine, à l'attachement. ouais, Et sur les perceptions sensorielles en général, le fait qu'elles soient différentes de celles du parent, si le parent n'est pas en mesure d'imaginer que son enfant puisse percevoir les choses différemment, euh, l'enfant va se construire avec l'idée qu'en fait, ce qu'il ressent, c'est pas vrai, puisqu'on dit mais non, il fait pas chaud, mais non, mm, tout c'est à pas fait. assez salé, c'est pas trop salé, et qu'il y a euh, du coup un détachement enfin se dire que en fait, ce qu'on ressent est pas valide, Ouais, et pas exactement, ça vient de la correct, et s'en cristallisée. remettre à l'autre pour Mm, évaluer mm, l'environnement. Et ça, c'est un terrain aussi propice à des dynamiques de violence ultérieures. tout à Et fait. je pense aussi au fait que les parents d'enfants, que ce soit autistes ou en tout cas atypiques, sont potentiellement aussi concernés et peuvent ne pas, peuvent manquer de compréhension de l'état émotionnel de l'enfant ou de sa demande, ou de savoir comment y répondre. Et que Tout à ça fait. peut aussi impacter l'attachement avec Ouais, un parent qui peut répondre tout de à fait. manière très mécanique ou très juste répondre aux besoins matériels, de ne pas comprendre que Mm. émotionnellement, c'est pas ça la demande. Effectivement, l'enjeu, ça va être de voir comme la sensibilité parentale peut être, être mise à rude épreuve. euh, et qu'à ce moment-là, bon, on en parlera dans le webinaire 2 et 3, hein, je fais du teasing pour la suite, mais effectivement, on a des enfants qui naissent avec des spécificités sensorielles qui peuvent mettre à rude épreuve l'établissement d'un attachement sécure. Et si l'attachement, le parent est activé en termes d'attachement, bah, la balance se fait aussi comme avec l'exploration. Et du coup, bah, il va être moins disponible pour son enfant et moins Ouais, sensible parce que bah, il est lui-même activé dans la peur et la menace. ouais, Donc, des fois, la priorité, c'est pas les enfants, mais c'est d'aller baisser le niveau d'activation du parent ouais. pour qu'il puisse après être sensible. Et Mm. donc, la confiance, l'alliance thérapeutique, la confiance avec le parent pour pouvoir commencer à travailler. Ok, bon, bah, merci à tous. Voilà, on est disponible sur l'annuaire de la CPTS si jamais vous avez des questions. Et on aura le plaisir de vous retrouver pour le webinaire 2 et 3. Merci beaucoup. Au revoir tout le monde.